Depuis quelques années maintenant, l'Espagne a perdu de son prestige. Elle a perdu toutes ses colonies en Amérique et pour retrouver leur honneur, ils veulent contrôler entièrement le Rif. À l'époque, un pays européen qui n'a pas de colonies, c'était vraiment la honte. Mais eux, ils vont faire passer ça pour une mission civilisatrice. Pour ça, l'Espagne va se servir d'une famille, de l'une des tribus les plus influentes, la famille El Khattabi. Le fils, Abdelkrim El Khattabi, est né en 1882. Il vient de la tribu des Warriarel et il est le fils du Caïd. D'ailleurs, cette tribu, c'est celle qui a battu le Rogui avant de tomber dans les mains du sultan. Souvenez-vous du Rogui, il avait usurpé l'identité de l'un des frères du sultan qui était emprisonné et s'était autoproclamé sultan à Taza, une ville stratégique qui se situe entre le Rif et le Moyen Atlas, en 1900. Supercherie démasquée 2 ans après quand le prince sortira de prison. Le Rogui avait perdu le soutien des tribus locales crédibles, mais il garde quand même un noyau de soldats avec lui. Et quand il arrive chez les Beni Warriarel quelques années plus tard, le père El Khattabi est prévenu de sa venue. Il ordonne le relâchement du système d'irrigation pour rendre le chemin qu'empruntera le Rogui à cheval complètement boueux et impraticable. Et quand l'armée du Rogui s'engage, les chevaux s'enfoncent, la cavalerie est embourbée. Les Ait Warriarel foncent sur eux. Les hommes du Rogui sont coincés, le piège a fonctionné. L'endroit, pas loin d'Imzoren, le nom Bukédarn, est né dans cette bataille. On pourrait le traduire par le bourbier des chevaux en français. C'est la fin du Rogui. Revenons à la famille El Khattabi. Le fils Abdelkrim, après ses études, est nommé professeur durant 3 ans à Melilla, éditeur et journaliste pour le journal Telegrama del Rif, interprète du bureau des affaires indigènes, puis cadi. Abdelkrim et sa famille restent dans un premier temps fidèles à l'Espagne, espérant que cette relation favoriserait le développement de la région, mais certains membres de la communauté finissent par sanctionner cette collaboration en brûlant la maison familiale. La famille se réfugie à Tétouan et pour les féliciter de leur fidélité, les Espagnols passent la pension mensuelle du père de 75 à 325 pesetas, tandis que le fils est décoré. 1 an après, la famille d'Abdelkrim retourne dans leur village. Et le fils, Abdelkrim, commence à avoir des doutes sur les réelles intentions espagnoles. En septembre 1915, l'Espagne accuse Abdelkrim de comploter avec les Allemands. Lors de son interrogatoire, Abdelkrim parle même d'indépendance. Il est arrêté, jugé et condamné. L'enquête continue et Abdelkrim est destitué de ses fonctions, puis incarcéré. Son père écrira 3 jours plus tard: Par 2 fois, je vous ai livré mes fils en otage pour que vous puissiez débarquer sur le rivage de ma tribu. Ma demeure a été mise à feu, j'ai payé des amendes, je me suis vu forcé de fuir loin de ma famille. À plusieurs reprises, Abdelkrim cherche à s'évader de la prison de Melilla et à la dernière tentative se brise une jambe, blessure dont il gardera des séquelles. Il sera libéré en août 1916, mais gardé à Melilla. Il a été forcé de reprendre son poste pour faire pression au père et le contraindre à reprendre la collaboration. Abdelkrim fils retourne dans sa tribu qu'en 1919. Le père peut enfin rompre les liens avec l'Espagne et se prépare à la vengeance dès 1919. Les ayants servi, Abdelkrim fils connaît leurs qualités, mais aussi leurs faiblesses. Au fil des mois, l'action prend de l'ampleur. Les postes et les convois espagnols sont harcelés et attaqués. Alors que l'objectif était d'étendre son influence dans tout le Rif, en 1920, le roi Alphonse XIII s'impatiente et donne carte blanche au général Silvestre. Il est connu pour être un dur, il a reçu 16 blessures à Cuba lors de la guerre hispano-américaine. Le général Silvestre entre avec son armée dans les montagnes, mais trop sûr de lui, protège pas ses arrières. Abdelkrim voit l'opportunité qui se présente. Il contourne la colonne principale et l'attaque par l'arrière. À partir du 21 juillet 1921, surpris, le général ordonne la retraite improvisée. 5000 hommes se retirent dans la panique et ça se transforme les jours suivants en débâcle. Silvestre expédie plusieurs télégrammes pour qu'on lui envoie des renforts immédiatement, mais sans résultat. Il est tué dans l'affrontement. Enfin, les Espagnols diront qu'il s'est suicidé, mais la vérité c'est qu'il a été tué par un rifin. Les Espagnols ont eu trop honte et donc on fait passer ça pour un suicide. Les Espagnols déplorent environ 15 000 morts, 1100 prisonniers, et ceux qui ont réussi à fuir vers le fort de Hawi pour se cacher ont été massacrés par des tribus incontrôlées. On penserait donc qu'Abdelkrim, fils, serait content de cette victoire. Mais absolument pas. Il sait que cette victoire, c'est le début de sa fin. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Il a été perpétré par des rifins qui vivaient en totale anarchie et qui ne suivaient pas mes ordres. En ce qui concerne notre victoire, elle nous a rapporté en plus des prisonniers de l'armement. Environ 19 000 fusils, 400 mitrailleuses, 120 canons, des dizaines de tonnes de munitions, des automobiles, des camions, des médicaments. Pour éviter d'autres morts inutiles et ouvrir la voie à des négociations, j'ai décidé de ne pas envahir Melilla et je libérerai les femmes et les enfants. Melilla elle-même était menacée, mais Abdelkrim avait interdit à ses troupes d'attaquer la ville car il craignait de se mettre à dos toute l'Europe, en raison de la présence de nombreux civils européens. De plus, Abdelkrim voulait d'abord organiser son nouvel État, qu'il nommera République du Rif.
Après la bataille d'Anoual, les Espagnols envoient des renforts conséquents, mais resteront à la porte du Rif pendant très longtemps. Quelques jours plus tard, le 7 août 1921, le père d'Abdelkrim décède, probablement empoisonné par les Espagnols. Son fils dira « Le mal que le poison a fait à ma famille, la sécheresse l'a fait à mon peuple. Les tribus souffraient de la faim. C'est ce moment que les Espagnols ont choisi pour liquider les derniers vestiges de notre liberté. Il nous fallait respecter nos croyances et nos coutumes. Notre autorité était menacée. Nous devions sauver notre prestige et éviter l'esclavage de notre pays. » Abdelkrim interdit à ses hommes de tuer les prisonniers sous peine de sanctions et il entame des négociations pour libérer des prisonniers en échange d'argent. La République du Rif commence à s'organiser. On la savait capable de résister, mais aussi de construire des routes, exploiter les ressources minières, et Abdelkrim veut instaurer l'ordre dans une région en proie aux luttes intertribales. Il met fin aux vendettas qui ravageaient le Rif en promettant de condamner à mort tout homme qui en tuerait un autre. En faisant ça, Abdelkrim voulait mettre fin aux divisions qui avaient longtemps empêché les Rifins de s'unir efficacement face à l'envahisseur. Abdelkrim est proclamé président du Rif le 1er février 1922 et se prépare aux affrontements futurs. Pour ça, il amène à lui de nouvelles tribus et forme toujours plus de guerriers. Abdelkrim crée un gouvernement et nomme plusieurs ministres chargés de différents domaines. Ministre de la guerre, ministre des finances, ministre de la justice. Ces ministres sont essentiellement issus de sa famille ou de sa confédération, la tribu des Beni Wariarel. Il institue des taxes et impôts, nomme des juges. Abdelkrim procède aussi à l'organisation d'une armée rifaine régulière, composée de plusieurs bataillons avec des officiers de divers rangs. Le nouvel état rifin aménage des routes, organise un réseau téléphonique qui permet à Abdelkrim de transmettre ses ordres. Abdelkrim réforme en profondeur la structure sociale des Rifins en limitant certaines pratiques de la loi coutumière rifaine. Abdelkrim comprend que malgré tout ça, il doit trouver un accord avec la France s'il veut que son pouvoir soit viable. Il demande à la France de reconnaître son autorité sur le Rif et cherche à traiter d'égal à égal. Il mandate son frère qui se rend à Paris dans l'espoir de négocier avec le gouvernement français. Paul Painlevé accepte de recevoir le Rifin. Il voit aussi le député communiste Berton. Grâce aux rançons payées par les Espagnols pour la libération de leurs prisonniers, son frère passe aussi commande auprès de trafiquants d'armes. Au mois de juin 1923, Abdelkrim propose la paix aux Espagnols, se basant sur une reconnaissance de la République et l'acceptation de la présence de ces derniers, mais sans force militaire. Le Rif ne combat pas les Espagnols et ne ressent pas de haine envers le peuple espagnol. Le Rif combat cet envahisseur qui veut lui ôter sa liberté et à force de sacrifices moraux et matériels du noble peuple espagnol. Refus catégorique de l'adversaire. Déjà quelques mois plus tôt, les généraux avaient très mal vécu d'avoir dû négocier la libération des prisonniers espagnols capturés par les Rifins. Une transaction monétaire qualifiée de gifle, humiliante par de nombreux officiers. Face à ce refus, Abdelkrim adresse un appel aux nations civilisées. Il interpelle les puissances mondiales sur la situation tragique du Rif. Il y décrit des bombardements, les villages détruits et le sort d'un peuple qui réclame que le droit de disposer de lui-même. Il dira « Tout ce que souhaite la République du Rif, c'est être délivré de l'oppression militaire et pouvoir établir son propre gouvernement local. Y a-t-il quelque chose qui blesse les intérêts de l'Europe ?» Abdelkrim espère que les principes proclamés quelques années plus tôt par le président Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, seront appliqués au Rif. Il envoie des émissaires et des lettres plaidant la cause rifaine auprès de Washington. Cependant, l'Amérique de l'après-guerre reste en retrait. Alliés des puissances coloniales, les États-Unis estiment alors que les empires européens aident les peuples moins civilisés à évoluer et ne répondent pas aux sollicitations. Il envoie également des messages aux autorités britanniques et sollicite l'appui de puissances comme l'Italie ou l'Allemagne, présentant la jeune république du Rif comme un État organisé, doté d'un gouvernement, d'une constitution moderne et d'une administration. Toutes ces tentatives diplomatiques n'aboutissent pas. Aucune puissance s'interpose concrètement pour convaincre Madrid à la négociation. La France reste prudente, bien que certains officiels à Paris soit impressionné par l'expérience rifaine. Abdelkrim est reçu que par des militants anticolonialistes, des réseaux communistes ou même des nationalistes d'Asie, mais aucune action diplomatique décisive. Abdelkrim se retrouve seul face à l'Espagne qui continue de bombarder les marchés et villages du Rif. À ce moment, les Espagnols montrent leur vrai visage. Il n'est plus question de parler de mission civilisatrice, mais il faut exterminer les Rifins sans se poser de questions. Malgré toute cette horreur, les Rifins ne cèdent pas un seul mètre de terrain. Alors l'Espagne change de stratégie. Un accord secret est signé entre l'Espagne et l'Allemagne. Un navire accoste à Melilla, à son bord des centaines de fûts d'hypérite, des composants chimiques. Une usine voit le jour, on y fabrique à la chaîne des bombes chimiques. Des bombes conçues pour être larguées depuis les Farman Goliath de l'armée espagnole. Elles n'explosent pas, elles répandent le poison. Pourtant interdite, même en période de guerre, l'Espagne est prête à tout. En 1924, l'Espagne lance sa campagne de bombardement chimique. Des dizaines d'avions sillonnent le Rif. Chaque jour, des centaines de bombes tombent sur les montagnes et marchés. L'hypérite contamine les sols, empoisonne les rivières. Il ne s'agit plus de gagner une guerre, il s'agit de faire disparaître une population. Malgré tout cela, malgré la terreur, pendant des mois et des mois, les Rifins résistent. Ils se battent à 1 contre 10, sans gaz, sans avions, sans artillerie lourde, mais avec une chose que l'Espagne ne comprend pas, la certitude qu'ils défendent leur terre.
Et vous savez quoi, les Rifains gagnent même du terrain. À Paris, l'alerte est donnée. Abdelkrim se rapproche de Fès, capitale symbolique et politique du Maroc sous contrôle français. Ce n'est plus seulement une affaire espagnole, c'est aussi un problème français. Il ne s'agit plus d'un soulèvement local, mais d'une vraie révolution. Pétain est envoyé sur place, avec des moyens colossaux. La guerre prend une autre échelle. Abdelkrim se retrouve pris entre deux empires, qui s'allient. Ce sont 160 000 soldats, épaulés par plus de 150 avions, des chars, des canons et des gaz de combat, qui encerclent la République du Rif. Le 25 mai 1926, Abdelkrim sait que c'est fini. Il prend une décision difficile, il se rend au colonel Corap, un officier français qui lui promet la protection de la France s'il dépose les armes. Les Espagnols, ils veulent sa mort, mais les Français n'hésitent pas par sympathie, mais par calcul. Il s'est forgé une réputation bien au-delà du Rif en quelques années. Il est devenu un symbole, un résistant admiré jusque dans les cercles anticoloniaux d'Europe, d'Asie et du monde arabe. L'exécuter, ce serait en faire un martyr, et la France ne veut pas d'un martyr rifin dont le nom pourrait enflammer d'autres colonies. Alors elle choisit une autre voie, l'exil, pour épargner des vies. Abdelkrim quitte ses montagnes. Le colonel Corap tient parole. Il le place sous sa protection. Il reste sous résidence surveillée en attendant de décider de l'endroit de son exil. En septembre 1926, la France décide. Ce sera loin, le plus loin possible. Il est embarqué avec sa famille vers l'océan Indien. Le 10 octobre, il est arrivé sur l'île de la Réunion. Il est installé dans une belle demeure, le château Montrange à Saint-Denis. La République française lui accorde une pension de 100 000 francs. En échange, Abdelkrim s'engage à respecter les conditions imposées. Pas de retour, pas de contact avec ses anciens alliés. Il y restera 20 ans. 20 ans, loin de ses montagnes, loin du Rif. 20 ans d'exil, de solitude et d'ennui. Il reçoit parfois des journalistes. Pour tromper le vide, la guerre est officiellement terminée. Abdelkrim n'a jamais renoncé. En 1947, il est transféré en métropole, officiellement pour des raisons de santé. C'est là qu'il joue sa dernière carte. Il parvient à échapper à la surveillance française et disparaît. Quelques semaines plus tard, il réapparaît en Égypte. Le Caire lui accorde l'asile politique. Il est accueilli comme un héros par les mouvements indépendantistes arabes. Il ne reverra jamais le Rif, mais il ne renonce pas au combat jusqu'à la fin de sa vie. Il soutiendra les luttes anticoloniales d'Algérie, du Maroc, de Palestine. Si j'ai commis des erreurs, je le regrette. Qui ne regrette pas ses fautes? Je suis convaincu que si nous en avions eu le temps, nous serions devenus une grande nation d'hommes libres. Notre combat a donné aux Rifins une fierté, un espoir, une confiance en soi qu'aucune défaite ne pourrait effacer. L'aspiration et la liberté et à la détermination de notre peuple durera au-delà de la puissance de nos oppresseurs. Je suis venu trop tôt, mais j'ai été convaincu que nos espoirs se réaliseraient un jour. Cette guerre, l'étranger nous l'a imposée. Nous avons été battus, mais vous aussi.